Donc c'est un honneur et un plaisir d'accueillir ce matin Philippe Biwix, qui a accepté l'invitation de l'École nationale des ponts et chaussées à donner la leçon inaugurale de la rentrée 2024. Philippe Biwix, vous êtes ingénieur de l'école centrale. Vous avez commencé votre carrière chez Bouygues Construction. Vous avez travaillé dans différents secteurs de l'industrie. Vous êtes actuellement directeur général d'AREP, filiale de la SNCF, plus importante agence d'architecture de France, dont l'acronyme signifie architecture, recherche, engagement post-carbone. Voilà, c'est ça. Depuis maintenant plus de 15 ans, vos différentes responsabilités vous ont amené à développer une réflexion sur la finitude des ressources minières et ses conséquences sur les questions énergétiques, environnementales et au-delà sur les questions d'innovation technologique. Vous avez écrit un certain nombre d'essais sur ces questions, en particulier l'âge des low-tech en 2014. C'est une chance que vous soyez là ce matin pour exposer vos réflexions aux élèves de l'école, dont l'ambition est de former des ingénieurs aptes à développer des solutions pour un futur plus durable et plus juste. Donc je tiens vraiment à vous remercier très vivement d'avoir accepté notre invitation. Vous voyez que le public est très nombreux. Aux élèves de première année se sont joints des élèves de différentes spécialités dans la suite de la formation de l'école et des élèves aussi de master. Nous sommes impatients de vous écouter. Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup François. Eh ben, je suis ravi d'être ici, toujours un peu stressé, mais j'ai compris que une grande partie du public était captif, hein, c'est ça, le cours est obligatoire, donc vous allez rester jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Jean-Marc Jancovici n'était pas disponible, donc bon voilà, vous avez Philippe Biwix, mais voilà, on va essayer de s'en sortir quand même. Alors, du coup, j'ai choisi un titre un peu provoque. Est-ce que les ingénieurs vont sauver la planète? Alors sauver évidemment entre guillemets, puisque vous savez bien que c'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est plutôt l'humanité, la civilisation et tout ce qui permet cette civilisation, c'est-à-dire la biosphère dans laquelle on s'inscrit. Et donc moi, mon couloir de nage, c'est un peu la question des ressources. J'ai essayé de vous parler de ressources aujourd'hui. On expliquera un peu ce que ce sont les ressources, pourquoi c'est si important les ressources. Et je trouve qu'on est à un moment intéressant des discussions, enfin si tant est que le débat démocratique monte en niveau, ce qui n'est pas tout à fait certain pour l'instant, mais on va dire que si vous vous intéressez à la question de la transition énergétique, la transition écologique, je suis sûr que c'est le cas évidemment, eh bien en fait vous avez vu qu'on a un panel un petit peu large d'opinions, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plutôt technophiles, plutôt positifs, sur la logique que l'innovation eh bien, en fait, va permettre des choses incroyables. Il y a des nouveaux matériaux, on progresse dans le recyclage, on va faire la civilisation hydrogène, on va faire peut-être des smart cities, on voit même que l'intelligence artificielle va même, grâce à un certain nombre j'en sais rien, de routines, d'études, d'analyses, permettre de consommer de moins en moins, d'être de plus en plus efficace. Donc, et la question des ressources, finalement, elle devient même mineure parce que finalement, il y a encore plein de trucs à aller chercher. On va le faire de manière de plus en plus durable. Peut-être si vraiment on manque sur la planète de métaux, on ira les chercher dans les astéroïdes, hein. Il y a déjà des programmes qui existent comme ça. Et puis de l'autre côté, au contraire, il y a des gens qui sont plutôt en mode oulala, ça va pas bien se passer en fait toute cette histoire-là parce qu'on tape dans les stocks, il y a un effondrement de la biodiversité. La civilisation sur laquelle on repose, en fait, elle est très fragile, en réalité, elle est complexe et ça va peut-être même s'effondrer. Ce serait peut-être même le destin inéluctable de nos sociétés de s'effondrer parce que finalement, on a une consommation énergétique telle qu'on n'arrivera pas à passer aux énergies renouvelables ou pas à temps, etc., etc. Donc on a un peu tout le spectre, en fait, et c'est, j'imagine, pas facile pour vous, arriver dans les études, de se dire, mais alors, ça va être quoi, en fait, ce destin de l'humanité? Est-ce qu'on va vers l'effondrement, vers la pénurie, vers les difficultés de plus en plus grandes, ou est-ce qu'au contraire on va vers un monde d'abondance,
par la technologie, où on va tous finalement consommer vert à peu près comme avant, même mieux peut-être, et puis toujours avec des progrès de la médecine, etc. Alors du coup, je vais essayer de vous donner quelques clés de lecture pour vous balader un peu entre ces deux chemins-là, entre le chemin peut-être du risque d'effondrement systémique et puis le chemin de l'abondance, et vous verrez que faut aller un petit peu entre les deux. Alors ce qui est assez marrant, en fait, c'est que les générations humaines, on a tendance un peu toujours à remettre le couvert. C'est comme ça, vous verrez en vieillissant, c'est qu'on a toujours un peu tendance à réinventer les mêmes choses génération après génération et se reposer un peu les questions avec les mêmes débats, évidemment avec des contextes qui évoluent avec l'histoire, mais quand même, c'est un peu la même chose. Et pourquoi je dis ça, tout en cherchant la zapette? Je dis ça parce qu'en fait, le débat, finalement, sur le fait que oulala, ça va mal se passer, ou alors au contraire, ça va aller très bien, il ne démarre pas il y a 5 ans ou il y a 10 ans avec des questions sur est-ce qu'on va avoir assez de lithium, de cobalt pour les batteries des voitures électriques ou je ne sais pas quoi. Il démarre il y a longtemps, juste à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. En 1948, en fait, il y a deux personnalités du monde de la biologie de la conservation, des gens qui étaient donc des scientifiques. Le premier, c'est William Vogt, c'est un ornithologue spécialiste des cormorans. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a fait ses armes dans ce domaine-là. Et puis Fairfield Osborn, c'est le fils ou le neveu d'un célèbre paléontologue américain. C'est le président de la New York Zoological Society. En 1948, tous les deux, ils publient un livre qui va avoir une portée mondiale. C'est plusieurs millions d'exemplaires qui sont vendus à l'époque, qu'en 1948. Replacer ça par rapport au nombre de personnes qu'il y a dans le monde par rapport à aujourd'hui. Et donc, vous voyez, le premier s'appelle Road to Survival. En français, ça sera traduit par la fin du monde. La fin du monde, F-A-I-M. Vous apprécierez le jeu de mots. Et puis l'autre, c'est Our Plundered Planet, la planète au pillage. Et tous les deux, en fait, ils ont à peu près la même thèse. Cette thèse, en gros, c'est qu'il va y avoir une gigantesque poussée démographique. Vous voyez, on est en 1948, donc on sait qu'il va y avoir, avec les progrès de la médecine, etc., de l'alimentation, et puis les populations jeunes, il va y avoir cette démographie qui va évoluer très vite dans les années 50-60. Et puis, il y a une évolution de la consommation par personne. C'est ce qu'on appellera bientôt le développement économique, qui fait que chaque terrien, en moyenne, évidemment tout ça est très inégalement réparti, mais chaque personne consomme de plus en plus. Et finalement, en multipliant les deux, plus de personnes qui vont chacune consommer plus, ça va faire exploser les limites planétaires. On va se retrouver finalement avec des contraintes sur les questions de la production agricole, des contraintes sur l'extraction des ressources, et qu'en fait on va aller vers d'horribles pénuries, des famines mondiales et tout ça dans les années 70-80. Donc ça, c'est un peu la thèse de ces deux livres-là. D'ailleurs, ces gens-là, ils se réclament de Malthus, en fait. Ils se disent néo-malthusiens, sans avoir vraiment de contraintes par rapport à l'image que ça pourrait avoir. C'est pas aujourd'hui, quand on dit vous êtes malthusien, c'est un peu péjoratif. À l'époque, non, ils disent nous, on est néo-malthusiens parce qu'on s'inscrit dans la pensée de Malthus, c'est-à-dire il y a un moment, il va y avoir... on va être de plus en plus nombreux et puis on consomme de plus en plus, donc ça va finir par se passer mal, même si pour l'instant Malthus n'avait pas forcément eu raison tout de suite. Donc ces deux, ça va lancer vraiment le débat sur la question des limites planétaires, on dirait aujourd'hui. On n'utilise pas encore ces termes-là, mais c'est bien l'idée. Alors très vite, en fait, en face de ce succès mondial, il va y avoir des gens qui vont réagir. Ces gens, ils sont plutôt issus des sciences sociales. En fait, ce sont des économistes, ce sont des futurologues. Le métier de futurologue est inventé au début des années 50. C'est l'armée de l'air des États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale, les poussées technologiques. Ils se rendent compte qu'en fait, on ne peut plus penser le futur sans avoir des moyens, un peu des nouvelles méthodes, parce que les évolutions techniques sont telles que ça va venir complètement perturber les choses. Et donc, ils vont subventionner des officines comme la Rand Corporation, par exemple, et ces gens-là vont travailler, réfléchir au futur. Et en fait, ils vont dire, mais en fait, non, c'est néo-malthusien, ils font la même erreur que Malthus, en fait. Quelle a été l'erreur de Malthus? L'erreur de Malthus, c'était de négliger le progrès technologique. Grâce au progrès technologique, en fait, on va pouvoir non pas aller vers la pénurie, mais vers l'abondance, parce qu'en fait, à chaque fois, on arrive à repousser, finalement, les limites. Vous voyez, un peu comme dire... on n'est pas sorti de l'âge de pierre par manque de silex, quoi. On est sorti de l'âge de pierre parce qu'on a inventé d'autres trucs et que grâce aux métaux, etc., on a pu faire autre chose. Et donc ces gens,
Ils vont eux-mêmes publier des rapports, des livres, etc. Je ne vous cite pas les noms des gens parce qu'on les a complètement oubliés pour le coup, mais et en fait, ils vont au contraire prévoir non pas une pénurie dans le futur, mais au contraire un âge d'abondance vraiment, où on aura chacun une fusée personnelle dans les années 2000, on va aller conquérir la Lune, on va repousser l'âge de la mort. Donc des choses assez intéressantes parce qu'on les retrouve aussi un peu aujourd'hui. Donc voilà, c'est des illustrations un peu des années 50 pour vous mettre un peu, un peu dans cette ambiance. Et en fait, ces gens-là, on va les appeler des cornucopiens. Cornucopiens, ça vient de cornu copiae, la corne d'abondance en latin. Hein, c'est l'idée que, en fait, grâce au progrès technologique, eh bien, on va repousser la pénurie. On va même faire de la dématérialisation. Hein. Par exemple, vous avez un célèbre architecte qui s'appelle Buckminster Fuller, qui dès les années 40-50, il va parler d'éphéméralisation. Il prend l'exemple des câbles de cuivre du télégraphe qui sont remplacés par les ondes radio, et donc qui permettent d'économiser du cuivre, un peu comme aujourd'hui on pourrait dire, c'est pareil, avec les fibres optiques, on économise du cuivre. Donc il y a voilà un peu cette idée-là. Alors les cornucopiens ne sont pas très contents de se faire un peu appeler comme ça, on va dire. Et puis du coup, ceux d'en face, hein, c'est les lanceurs d'alerte écolo, ceux qui pensent à un avenir très pessimiste, ils vont se faire surnommer les doomsdayers. Doomsdayers, c'est un peu intraduisible, doomsday. Donc un peu les prophètes de l'apocalypse. Donc vous avez comme ça les prophètes de l'apocalypse et les partisans de l'abondance sur la question du progrès technologique qui vont comme ça, pendant les années 50, pendant les années 60, vraiment avoir un débat assez fort, assez vigoureux à l'époque sur savoir si l'humanité finalement va vers quelle va être la trajectoire de l'humanité. Alors vous avez un célèbre Doomsdayer, un célèbre néo-malthusien qui va dans les années 60 va lui aussi écrire un livre qui aura beaucoup de retentissement. Il s'appelle Paul Ehrlich. Paul Ehrlich, c'est un spécialiste des papillons, donc c'est aussi un biologiste à l'origine, qui va écrire The Population Bomb en 1968. Toujours pareil, en fait, on est trop nombreux, on consomme trop par personne, ça va pas bien se passer. Et ça continue comme ça un petit peu. Alors en 1972, vous avez le rapport au Club de Rome de l'équipe Meadows, donc sur les limites de la croissance. Donc là, je vais essayer de vous les pointer, mais donc vous avez donné là, ça marche pas, mais c'est pas grave. Vous avez donné là Meadows et Dennis Meadows au milieu. Là, Dennis Meadows, c'est le barbu. À sa gauche, vous avez Jeff Forrester. Jeff Forrester, c'est un spécialiste de la dynamique des systèmes. Et bon, pour la première fois, ils vont modéliser le système Terre avec un certain nombre d'équations et d'interactions qui vont programmer sur des ordinateurs du MIT. Les deux autres, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent. C'est un peu comme les Beatles, il y a toujours ceux dont on ne se souvient pas le nom. Mais voilà. Donc, retenez Meadows et Forrester. Et voilà, pour la première fois, ils vont faire cette modélisation. Et qu'est-ce qu'ils vont montrer, patatras? Que finalement, dans un truc où on a des ressources limitées, qui s'appelle la Terre, eh bien, la croissance infinie est impossible. D'accord? Une croissance infinie dans un monde fini est impossible. Alors vous allez me dire, dit comme ça, c'est un peu tautologique. Ça fera dire d'ailleurs à Solzhenitsyn. Il a fallu des savants occidentaux d'avant-garde pour finalement déterminer ce que n'importe quel grand-père d'Ukraine ou de Russie savait déjà, à savoir qu'une douzaine de vers ne peuvent pas ronger éternellement le même fruit. Vous voyez cette idée un peu de dire que finalement on ronge la terre et que c'est un stock fini et donc à force de taper dans le stock, on va avoir de moins en moins. Alors évidemment, ce rapport-là va avoir un retentissement encore plus grand que les alertes des années 40 et 50. Là, c'est des dizaines 2 dizaines de millions d'exemplaires vendus, avec un débat qui va s'installer, etc. Et ça va rendre vraiment les cornucopiens hystériques, littéralement. Et donc, ils vont prendre ce rapport, ils vont le décortiquer, voir ce qu'il y a dedans, et puis essayer de démonter, pièce par pièce, le rapport et les hypothèses qu'il y a derrière. Il y a des hypothèses sur la quantité de ressources, il y a des hypothèses sur la manière dont ça fonctionne, avec la pollution, le recyclage, etc. Et là, vous avez un jeune économiste, lui, il est à Yale, il n'est pas au MIT, il s'appelle William Nordhaus. Il va publier un long papier dans les années 74-75. Et alors lui, il va dire, en fait, non, ils se sont trompés. Devinez ce qu'ils ont encore fait. C'est satanés écolos. Ils se sont trompés parce que, encore une fois, comme Malthus, ils ont négligé le progrès technologique et ils n'ont pas injecté le paramètre progrès technologique dans leur modèle. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Alors lui, il va injecter, du coup, dans le modèle, un truc qui s'appelle la backstop technology. Donc en français, on dirait la technologie filet de sécurité. Et cette technologie, en fait, c'est une énergie qui puise, c'est de l'énergie, enfin une manière de produire de l'énergie, ou d'utiliser de l'énergie, qui puise dans des ressources infinies et qui est totalement propre.
d'accord, vous me suivez? Des ressources infinies, totalement propres. Et si vous injectez ça dans les équations, bah, il dit en fait, grâce à ça, en fait, on peut continuer à faire de la croissance ad vitam aeternam, puisqu'on a évidemment une énergie infinie et qu'elle ne pose pas de problème de pollution. Alors, on pourrait se moquer un peu de lui éventuellement, en fait, mais d'abord, il ne faut pas se moquer parce qu'il a eu le prix dit Nobel d'économie en 2018, hein, avec un autre monsieur spécialiste de l'innovation qui s'appelle Paul Romer. Alors, pas pour la backstop technologie, mais pour des travaux ultérieurs sur la finance carbone. Et surtout, en fait, dans les années 70, pourquoi est-ce que les gens raisonnables pensent qu'on va avoir cette technologie infinie? Parce qu'on pense tous à la fusion nucléaire à l'époque. On pense qu'elle est vraiment à portée de main. Il y en a peut-être pour quelques dizaines d'années, peut-être 50 ans, mais qu'on va réussir à maîtriser la fusion nucléaire. Et donc, effectivement, avec la fusion nucléaire, on pourrait dire qu'il y a de l'énergie, elle est presque infinie. Elle n'est pas tout à fait totalement propre, mais pas très très loin par rapport à d'autres énergies. Le débat, il va s'estomper, en fait, à la fin des années 70. Il y aura un dernier petit effet, c'est au tout début des années 80. Il y a eu un pari célèbre entre un économiste qui s'appelle Julian Simon, qui était un cornucopien vraiment auto-revendiqué. Lui, il avait écrit un bouquin qui s'appelle The Ultimate Resource, la ressource ultime. Ressource ultime, c'est un clin d'œil à la ressource ultime des géologues, hein, la dernière ressource que vous pouvez extraire d'un champ ou d'une mine. Et lui, il disait la ressource ultime, c'est l'être humain, en fait. Et en fait, plus on sera nombreux, plus on sera heureux et plus on sera dans l'abondance. Sa logique, c'était de dire, plus on aura de monde, plus on aura de scientifiques, plus on aura de techniciens, plus on aura d'ingénieurs, et du coup, on va repousser la pénurie. Julian Simon, il fait un pari. Il dit, moi, je vais vous prouver, il est économiste à l'origine, il dit, je vais vous prouver qu'on va vers l'abondance et pas vers la pénurie. Prenez n'importe quelle ressource, prenez n'importe quel terme dans le futur, et je suis prêt à prendre le pari que le prix de cette ressource va baisser. Et donc, si le prix de la ressource baisse, c'est que on ne va pas vers la pénurie, sinon le prix de la ressource monterait. Et du coup, il y a un gars qui relève le pari, c'est Paul Ehrlich, le spécialiste des papillons dont on parlait tout à l'heure. Il a un peu vieilli, mais il est toujours là. Et Paul Ehrlich, il va choisir, tous les deux, ils vont choisir un panier de ressources. Je crois qu'il y a le cuivre, le chrome, le tungstène, l'étain, enfin peu importe. Et puis ils prennent $200 de chacun de ces ressources-là. On est en 1980. Et en 1990, 10 ans plus tard, Paul Ehrlich est obligé d'envoyer un chèque de $576, je crois, à Simon, qui gagne son pari. Et effectivement, les ressources ont baissé. Qu'est-ce qui se passe en fait dans les années 80 et au début des années 90 ? On va avoir une conjonction de phénomènes. Ces phénomènes, c'est la fin de la guerre froide. Donc il va y avoir toutes les grandes puissances, donc en particulier les États-Unis et URSS, qui vont remettre leur stock de réserves stratégiques de métaux sur le marché. Donc ça va faire baisser le prix des métaux. Puis en plus, il y a des crises économiques dans l'ancien bloc de l'Est, etc. Donc ça va faire que, du coup, la demande est moins forte. Et pendant 2 décennies, la décennie 80, la décennie 90, le prix des ressources va être très très bas. Moi, j'avais travaillé chez un grand pétrolier au début des années 2000. Les projets qu'ils lançaient, c'était à $7 ou $9 le prix de production. Ouais, donc parce qu'on n'était pas sûr qu'on allait vendre le baril à $11 ou à $13. Donc c'était très 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 bas, et c'était vrai aussi pour les métaux. Et donc le débat sur les ressources va disparaître. Et en fait, il va réapparaître seulement au début des années 2000, en 2004-2005 par là, où on va avoir évidemment notamment l'industrialisation, l'urbanisation et la montée de la consommation, notamment de la Chine, et puis de l'Inde, et puis d'un certain nombre d'autres économies un peu dragons, qui vont faire que ça va faire remonter le prix des ressources. Juste avant la crise financière de 2008, il va y avoir des pics de prix du pétrole, du prix du cuivre, etc., du prix du minerai de fer. Et du coup, ça va faire réémerger le débat sur les ressources. En fait, ce débat, aujourd'hui, c'est à peu près toujours le même. Et on est toujours dans les mêmes conditions qu'en 1948. C'est de dire, est-ce qu'on va vers la pénurie parce qu'effectivement, à force de taper dans le stock, ça va mal se passer? Ou est-ce qu'en fait, on a suffisamment d'ingénieurs et de scientifiques pour faire du progrès technologique qui fait que ça va continuer à bien se passer comme ça s'est bien passé jusqu'à présent? Et là, il y a une vidéo assez sympa de Jeff Bezos de 2019 où il présente le projet Blue Origin. Bon, je vous passe les détails, voilà, et où il explique que justement, effectivement, on va peut-être avoir un problème sur Terre,
mais que c'est pas grave parce qu'on va aller s'installer dans des grands tores, vous voyez des stations orbitales là, qui tournent sur elles-mêmes pour recréer la gravité artificielle. Et donc ça, c'est Jeff Bezos qui présente ça, quoi, hein. Donc je ne sais pas quand ça va se passer, mais on est toujours dans ce même débat-là. Ok, donc du coup, je vais vous raconter un peu cette histoire des ressources et pourquoi est-ce qu'effectivement, il y a des gens qui n'ont pas le même avis là-dessus, et puis après on essaiera d'en tirer quelques conclusions. Alors les ressources, en fait, ça c'est tiré d'une étude du programme des Nations Unies pour l'environnement qui suit plus ou moins chaque année en fait la consommation des ressources par l'humanité, c'est-à-dire ce qu'on extrait de notre environnement pour vivre, construire, se nourrir, se soigner, se déplacer, etc. Donc vous voyez, l'humanité a à peu près extrait en 2023 106 milliards de tonnes, ça veut dire 13 tonnes par terrien, évidemment, encore une fois, très inégalement réparties selon les pays et selon les populations dans les pays, mais c'est à peu près l'idée. En bas, en vert, c'est les ressources extraites de la biomasse, donc c'est à peu près un tiers de produits agricoles, un tiers de résidus agricoles, un tiers de pâturage et de forêt. D'accord, ils comptent tout, même ce que mangent les vaches sur les pâturages. Ça fait 26 milliards de tonnes. Donc ça, c'est théoriquement renouvelable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se renouvelle, au moins à l'échelle, peut-être pas chaque année, idéalement chaque année, mais au pire à l'échelle d'une vie humaine, quoi, si on prend de la production de bois, par exemple, des choses comme ça. Alors évidemment, c'est théoriquement renouvelable, parce que si vous tapez trop vite dans ce qui se renouvelle, bah, vous entamez le stock. Hein, c'est ce qu'on fait quand on fait de la déforestation, c'est ce qu'on fait quand on vide les océans, etc. Et puis les trois autres, les trois quarts, là, ça c'est du non renouvelable. Donc il y a d'abord les énergies fossiles, 16 milliards de tonnes à peu près, la moitié de charbon, le reste de pétrole et de gaz. Il y a plus de charbon, parce que le charbon il est moins énergétique, un peu moins énergétique. Donc en énergie contenue, c'est le pétrole le premier, mais en poids, c'est le charbon. Ensuite, il y a les minerais métalliques, les 11 milliards de tonnes. C'est à peu près un tiers de minerais de fer, qui est le métal le plus utilisé, évidemment, pour faire de l'acier. Et puis le reste, c'est tous les autres métaux, mais il faut faire attention parce que les Nations Unies comptent les résidus miniers. Et donc, du coup, en fait, il y a la moitié de ça, c'est des résidus des mines d'or et des mines de cuivre. Parce que quand vous extrayez du cuivre, eh bien, vous allez avoir peut-être 1% de concentration, donc vous laissez 99 tonnes pour une tonne de cuivre, et du coup, ils comptent ça. Voilà. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, les 12 plus grandes mines de cuivre du monde, ça produit à peu près 1 milliard de tonnes de résidus par an, à elles seules. Vous avez les plus grandes mines de cuivre, elles extraient 400 000 tonnes de minerais par jour. Voilà, c'est à peu près la taille que ça fait. Donc, si vous faites le calcul, ça va vous faire le milliard de tonnes. Et puis la dernière section, c'est ce qu'on appelle les minéraux non métalliques, industriels. Ça, c'est essentiellement les granulats, le sable pour la construction, tout ce qui est calcaire pour fabriquer du ciment, et puis un certain nombre d'autres minéraux industriels. On utilise plein de choses différentes qui servent dans le papier, dans plein d'endroits, dans les peintures, comme charge minérale. Voilà, donc on passe pas, je vous passe le détail là-dessus, mais c'est une complexité aussi grande que celle des métaux. Et puis on pourrait rajouter à ça, éventuellement, on pourrait rajouter 25 milliards de tonnes en plus, si on comptait tout ce qu'on remue. Hein. Donc on remue 106 milliards de tonnes, et on remue 25 milliards de tonnes en plus à travers les pratiques agricoles. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 25 milliards de tonnes de terre arable qui part chaque année à la mer, sous forme d'érosion, essentiellement par l'eau, un peu par le vent, parce qu'on laisse les terres à nu, parce que les terres sont appauvries biologiquement, donc du coup elles sont plus sensibles à l'érosion. Donc dans le monde aujourd'hui, quand vous produisez 1 tonne de nourriture, vous mettez 4 tonnes de terre arable à la mer. Okay, donc ça, ça montre un peu la limite du truc. Donc sans doute, ça va continuer à monter. Ça va continuer à monter parce que on continue à consommer. Qu'il y a aussi des pays où ils ne consomment pas assez, parce que voilà, ils n'ont pas on va dire, accès aux services minimaux, donc il faudra bien qu'ils y aient accès, donc ça va monter pour ça. Mais ça monte aussi dans nos pays occidentaux ou développés, soit sous forme directe, soit sous la forme des produits qu'on va importer d'autres pays. Ok ? Alors une fois qu'on a dit ça, on va essayer de s'intéresser notamment aux métaux, qui est une des parties non renouvelables les plus visibles. Donc la table de Mendeleïev, je pense que vous n'avez pas besoin de la réviser, vous la connaissez bien. C'est juste un petit code couleur qui va nous servir. Vous voyez, les grands métaux industriels, c'est le gris, le nickel, le cuivre, le zinc, le plomb. Vous avez les petits métaux qu'on appelle plutôt les métaux de spécialité, le bleu, et puis vous avez les métaux précieux au milieu et les terres rares qui ne sont pas si rares. Je vais y revenir dans un instant. Alors qu'est-ce que
on va faire avec ça. En fait, ne me demandez pas comment ils ont fait. Il y a des géologues qui ont fait des études et qui ont analysé, je ne sais plus, 1600 sortes de roches différentes et qui ont fait des estimations de ce que contenait la croûte terrestre. Donc, qu'est-ce qui est dispo sur Terre? Et ça donne ça. Alors, vous voyez, c'est hyper bien. Ça fait presque une droite, mais c'est normal parce que c'est une échelle logarithmique en abscisse et en ordonnée. Quand vous avez une échelle logarithmique sur chaque, c'est assez difficile de ne pas finir avec une droite. Hein. Bon. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça montre? Voilà. Ici, vous avez la concentration dans la croûte terrestre, la concentration moyenne. Et puis là, c'est plutôt les réserves ou les réserves basses. Peu importe, on va juste regarder l'axe horizontal. Donc vous avez 99% du poids de la croûte terrestre qui est composé seulement d'une dizaine d'éléments, vous voyez. Oxygène, silicium, aluminium, titane, fer. Voilà. Donc ça, c'est assez simple. Hein. C'est les argiles, c'est silicium, aluminium. Le fond des océans, c'est silicium, magnésium. Voilà. Les silicates, ce sont les roches les plus abondantes, etc. Donc, vous voyez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si on fait des panneaux au silicium, bon, c'est sympa. On devrait réussir à avoir ce qu'il faut, pas forcément tomber en panne. Alors évidemment, il faut aller chercher des sables qui sont de qualité suffisante, etc. Mais c'est pas mal. Le fer, 5%, c'est plutôt bien. L'aluminium, 8%, c'est sympa aussi. Et puis très vite, on va tomber à des choses qui sont 1000 fois moins concentrées, à peu près. Donc on va appeler ça les métaux rares. 1000 fois moins concentrés que les métaux abondants. C'est-à-dire que ça se promène entre 1 et 100 parties par million. Ça veut dire entre 1 et 100 grammes par tonne de roche. Si je donne un coup de pelle dans votre jardin, enfin au fin fond de votre jardin, je vais avoir en moyenne, peut-être par exemple 50 ou 60 grammes de cuivre qui sera dans votre jardin. Et puis ensuite, on a encore un autre ordre de grandeur. Vous voyez, là, on descend encore d'un facteur 1000, encore 1000 fois moins concentré que les métaux rares. Eh bien, on trouve les métaux très rares, excessivement rares. Et ce n'est pas par hasard que l'or, le platine, etc., c'est des métaux précieux, c'est parce qu'ils sont moins abondants dans la croûte terrestre. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous prenez tout le cuivre, par exemple, contenu sur 1 km d'épaisseur, on peut faire plus, hein, on peut descendre plus. Les mines les plus profondes, elles sont à 4000 mètres. En Afrique du Sud, il y a des mines de platine ou des mines d'or qui descendent à ce niveau-là, mais peut-être s'il y a des anciens, dans votre famille, il y a des gens qui étaient mineurs, peut-être pour ceux qui viennent du Nord, je ne sais pas. Quand vous descendez un peu trop en profondeur, après, il faut climatiser la mine et tout, parce qu'il fait chaud. Bon, on ne le fait pas trop, donc on descend de quelques centaines de mètres. Mais peu importe, on va juste prendre 1 km pour se donner un ordre de grandeur. 1 km de profondeur sur 150 millions de kilomètres carrés. Je prends toute la croûte terrestre, je passe tout au rabot, je passe tout au tamis fin, je regarde ce qui sort. Ben, ce qui sort, c'est une quantité phénoménale. C'est 20 000 milliards de tonnes de cuivre, par exemple. Juste pour prendre celui qui est un peu au milieu. Ouais. C'est pareil pour le nickel et tout ça. On extrait à peu près 22 millions de tonnes de cuivre chaque année. Ça veut dire qu'il y a à peu près 1 million d'années, au rythme actuel, il y a 1 million d'années de cuivre dans l'ensemble de la croûte terrestre sur 1 kilomètre de profondeur. Tranquille. Du coup, on peut se dire avec les cornucopiens, bah, il y a juste à descendre plus profond ou aller chercher là où il faut. Voilà. Alors évidemment, ça ne va pas tout à fait marcher comme ça, parce qu'on ne va pas aller passer l'ensemble de la croûte terrestre au tamis fin pour aller tout récupérer, y compris le jardin de votre grand-mère. On va aller à des endroits qui sont plus concentrés, où la nature vivante de la planète, vivante, a concentré les ressources pendant des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions d'années. Ça veut dire quoi, vivante? Vivante au sens de la géologie, donc la tectonique des plaques, l'orogénèse, la création des montagnes, tout ça, ça crée des remontées de magma, etc., des sulfures hydrothermaux, des trucs qui vont concentrer certains types de métaux. Et puis la nature vivante tout court, parce qu'il y a aussi l'action des bactéries, l'action des plantes, les cycles de l'oxygène, les cycles de l'eau, tout ça, ça va aussi créer des concentrations. Par exemple, quasiment toutes les mines de fer, c'est l'action de bactéries il y a 2 milliards d'années. C'est ça dans lequel on va aller taper. Du coup, la notion d'épuisement, elle est très très compliquée parce que souvent, des fois sur Internet, on trouve des trucs avec il reste 45 ans de réserve de cuivre, par exemple. Donc on se dit, ou 45 ans de réserve de gaz, ça marche pareil pour les énergies fossiles. Donc on se dit, dans 45 ans, j'ouvre le robinet de ma douche, enfin pas moi, mais vous, et du coup, tac, il n'y a plus de gaz. En fait, ça ne marche pas du tout comme ça, parce qu'en fait, la notion de réserve, c'est une notion qui bouge tout le temps. Qu'est-ce que c'est qu'une réserve?
C'est un truc qui est très normé, hein, qui est officiel. Quand vous êtes une entreprise minière, vous devez déclarer des réserves. Donc, c'est un truc qui est très suivi parce que votre valorisation, elle va dépendre de ça. Une réserve, c'est quelque chose qu'on peut extraire, qui est connu géologiquement, qu'on peut extraire à prix actuel et à technologie actuelle. Donc, vous voyez, il y a 3 composantes pour faire varier les réserves, en général pour les augmenter. Je peux découvrir des nouvelles choses. Donc, je peux toujours continuer à faire de l'exploration à des endroits qui ont été moins explorés que d'autres. Ensuite, j'ai le prix qui va bouger. Si le prix monte, les réserves montent. Il y a plus de réserves de cuivre à 8 000 $ la tonne qu'à 4 000 $ la tonne. Il y a plus de réserves de pétrole à 100 $ le baril qu'à 50 $ le baril. S'il y a quelqu'un qui est prêt à le payer, vous pouvez aller le chercher. Et puis, il y a la technologie qui évolue aussi. Qu'est-ce que c'est les gaz de schiste ou les pétroles non conventionnels? C'est une évolution technologique qui permet d'extraire des choses qu'on ne pouvait pas extraire avant. Il y a la même chose pour les réserves métalliques. Aujourd'hui, on peut faire par exemple on peut lécher, j'emploie le mot lécher pour simplifier, mais on peut faire de l'hydrométallurgie. Par exemple, on va récupérer le contenu métallique de minerais qui sont plus pauvres, même des fois des résidus miniers du passé, qu'on va pouvoir extraire comme ça avec des produits chimiques, des solvants, des acides, etc. Et en faisant de la chimie séparative ensuite. Donc ça c'est possible, et aujourd'hui par exemple les mines de nickel, le grand développement des mines de nickel pour accompagner la croissance des aciers inox ou l'utilisation dans les batteries, eh bien ce sont des minerais qui sont plutôt à 1% de concentration, moins de 1% de concentration. Et on n'aurait jamais imaginé il y a 40 ans d'extraire du nickel à moins de 2 ou 3% de concentration, c'était pas rentable économiquement. Okay, donc tout ça, ça fait que c'est ça qui explique en fait qu'en 1972, Meadows et Forrester, ils disaient on va avoir un problème de ressources, pas de réserves, on n'en aura plus assez. Et puis aujourd'hui, finalement, si, on en a toujours autant. On a toujours autant de cuivre, en tout cas en années de consommation, parce que c'est comme ça qu'on compte, le ratio R sur P, réserve sur production. Et puis c'est un peu pareil pour le pétrole, pour le gaz. On se dit même qu'on a même trop maintenant par rapport aux contraintes climatiques. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Une mine de fer, c'est peut-être 400 kg de fer, 400-500 kg de fer contenu pour une tonne de minerai. C'est quasiment de l'oxyde de fer pur d'ailleurs. Une mine de cuivre, c'est peut-être 5 à 20 kg de cuivre pour une tonne de minerai. Et une mine d'or, c'est 1 à 5 grammes d'or pour une tonne de minerai. Donc vous voyez, 400 kg, 5 kg, 1 gramme. Pourquoi est-ce que c'est possible? Parce qu'on est prêt à payer l'or plus cher que le cuivre. D'accord? Donc on va pouvoir mettre en œuvre toute une série de systèmes techniques pour extraire ça. Donc vous entendrez jamais, normalement, enfin peut-être un jour un peu, mais pour l'instant c'est pas le cas, vous entendrez jamais un géologue vous dire qu'on aura un problème de ressources un jour. Le géologue il vous dira, laisse-moi le temps, parce qu'un projet minier ça prend 10 ans, laisse-moi y aller, il ne faut pas qu'il y ait des communautés locales qui sont contre l'ouverture de la mine, donne-moi l'argent qu'il faut pour aller l'extraire, mais à partir du moment où vous avez pas ces contraintes-là, vous pouvez vraiment continuer à extraire des ressources sans aucune difficulté. Et puis l'économiste, lui, il va rajouter là-dessus, il va dire, mais en plus, du côté de la demande, ça bouge aussi. Du côté de la demande, je peux faire de la substitution. Parfois, quand il y a des matières premières sur lesquelles il y a de la tension entre l'offre et la demande, le prix monte et les industriels, ils essayent de se passer de cette ressource. Ils essayent de substituer par d'autres choses. Il y a plein de cas, il y a plein d'exemples. Je vous en prends un. Par exemple, il y a un moment, le platine qui était très cher pour les pots catalytiques des voitures thermiques, on peut le remplacer par exemple par du palladium en partie, qui est un peu moins cher, qui était un peu moins cher à l'époque. Et puis vous avez le recyclage. Si vous avez une matière première dont le prix monte, ça va rendre le recyclage potentiellement plus pertinent, plus intéressant. Donc là aussi, vous allez pouvoir jouer éventuellement à la baisse sur la demande. OK ? Malgré tout, il y a quand même un petit souci potentiel un peu systémique, c'est que en fait, nos ancêtres n'étaient pas stupides et nos contemporains ne sont pas stupides non plus. Et donc, par rapport aux ressources potentielles qu'on va mettre en exploitation, qui vont devenir des réserves qu'on va pouvoir produire au prix actuel et à la technologie actuelle, eh bien, en fait, on tape dans le stock qui est le plus accessible et le plus concentré d'abord. En gros, on ne serait pas rentré dans l'âge du cuivre il y a 6000 ans si on avait eu des minerais de cuivre à 1%. On est rentré dedans parce que c'était du minerai de cuivre à 60%, où ils avaient une couleur un peu sympa, et quand on les mettait au feu, ça faisait un truc marrant. D'accord ? Donc là, et du coup aujourd'hui c'est pareil. Si vous avez 2 mines potentielles à mettre en exploitation,
il y en a une qui est concentrée à 1% et l'autre qui est concentrée à 0,5%, bah, avec la même quantité de minerais à remuer, avec la même quantité de pelleteuses, d'explosifs, de la même usine de traitement, les mêmes salaires, bah, faut mieux aller dans celle qui est à 1% que dans celle qui est à 0,5%. La conclusion de ça, c'est qu'il y a à peu près, allez, si je ne prends pas tous les sites miniers, mais à peu près 40 000 sites miniers dans le monde, sans prendre les petits sites informels, bah, tout ce qui est un peu de taille un peu industrielle. Il y a quelques centaines de grandes mines pour chacun des grands métaux. Chaque année, il y a des mines qui ouvrent ou qui ferment. Celles qui ferment, en fait, elles sont plus exploitables. C'est plus des réserves, ça devient trop cher à exploiter ou elles sont plus assez riches pour extraire le métal. Et puis celles qui ouvrent, elles vont accompagner la croissance de la demande. Et bien, du coup, globalement, les mines qui ouvrent, elles ont une concentration plus faible que les mines actuelles ou que les mines qui sont en train de fermer. Juste parce qu'on a tapé dans le stock précédemment. Et donc, du coup, pas sympa, c'est que du coup, il va falloir de plus en plus d'énergie pour aller extraire ces ressources. D'accord ? Parce que vous comprenez bien, s'il faut descendre à 800 mètres de profondeur, là où avant je descendais à 200 mètres, s'il faut extraire à chaque fois 0,5% de concentration de minerai, enfin le métal du minerai, bah ça ne sera pas la même chose. Donc du coup, on consomme effectivement de plus en plus d'énergie. Bon, pour vous donner un ordre de grandeur, en trichant un peu, aujourd'hui, tout ce qui est extraction minière et minéralurgie, c'est-à-dire traitement du minerai et métallurgie, c'est à peu près 10% de l'énergie primaire mondiale. D'accord ? Alors, en fait, je triche, je vous le dis tranquillement, parce qu'il y a une grosse partie de ça, c'est l'acier, en fait. Hein, c'est peut-être les 3/4 de ça, et que c'est quand même aussi beaucoup la partie métallurgique qui est énergétique, et pas seulement la partie de l'exploitation minière. Mais quand même, il faut quand même il faut de l'énergie, et il faut plutôt de l'énergie fossile pour les petites bêtes qui sont là, vous voyez, qui sont des camions qu'on appelle les dumpers, qui font à peu près 300 tonnes de charge utile. Bon, bah, pour l'instant, il y en a quelques-uns en modèle électrique qui sont en train de sortir, mais ça va quand même être pas facile. Pendant ce temps-là, bah, l'énergie aussi, elle devient potentiellement moins accessible, soit les énergies fossiles déjà, parce que voilà, on a des galettes plus petites, les champs qu'on exploite sont moins grands que les champs supergéants qu'on a pu découvrir dans les années 30 à 60, 1930 à 1960, etc., etc. Et puis, bah, l'énergie, elle va requérir, comme elle est moins accessible, elle va aussi requérir plus de matières premières. Pourquoi ? Bah parce que si j'ai je sais pas, un truc de pétrole offshore en Arctique, le contenu en métallique de chaque baril produit va être plus grand que si j'ai juste planté un derrick au milieu du Texas ou en Arabie Saoudite et puis ça sort tout seul et j'ai pas grand chose à mettre dedans. Et puis les énergies renouvelables, elles consomment elles aussi plus de métaux par kilowattheure produit, on va dire. Pourquoi elles consomment plus de métaux ? Bah parce qu'elles sont moins concentrées, elles sont un peu intermittentes, enfin en tout cas variables. Donc du coup, il faut installer des capacités plus grandes pour avoir la production. Et donc à la fin, en quantité de béton, d'acier, de cuivre, etc., ou d'un certain nombre d'autres métaux, ça dépend des énergies, on va aussi avoir une intensification des besoins. Du coup, dit autrement, revenons à William Nordhaus tout à l'heure avec la backstop technologie. William Nordhaus disait j'ai une énergie infinie. Si effectivement on avait cette énergie infinie, on n'aurait pas de problème de ressources. Puisqu'il suffirait de descendre en profondeur, il suffirait de descendre en concentration de minerais, et on a tous les métaux qu'on veut. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas cette énergie infinie. On a une énergie qui, elle aussi, est contrainte et qui réclame, elle aussi, des métaux. Donc il y a une espèce de jeu un peu systémique. Alors, je ne peux pas vous dire si les carottes seront cuites en l'an 2300 ou en l'an 2800 ou dans une génération, mais en tout cas, voilà, on a cette interaction très très forte entre l'énergie et les matières. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si on revient à la table de Mendeleïev ? Je ne fais pas de proposition d'investissement financier, de trucs que vous pouvez mettre sous votre matelas. Mais en gros, voilà, il y a des choses, il y a des métaux qui sont plus rares que d'autres. Voilà, on a vu tout à l'heure les métaux, par exemple le platine, voilà, c'est pas un métal très 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 disponible. Il y a des enjeux de où est la production, où sont les réserves. Si je prends encore le platine, aujourd'hui, les mines de platine, c'est que en Afrique du Sud et en Russie. Donc, si vous voulez faire l'économie hydrogène, bon, il n'y a pas de problème, il faut être copain avec un des deux, voire les deux, pour un certain temps. Là où il peut y avoir un peu de tension aussi, c'est la question de la substitution. Il y a des choses qu'on peut substituer plus facilement que d'autres. Faire des applications électriques sans cuivre, faire des aciers qui sont résistants à la corrosion
sans nickel ou sans chrome, voilà, c'est pas très simple. Faire de la chimie sans argent, sans cobalt, on peut toujours. Hein. Aujourd'hui, si vous allez voir des scientifiques, des chercheurs sur les paillasses des programmes de recherche, vous avez des gens qui font de la catalyse bio-inspirée, enfin il y a plein de molécules, mais voilà, c'est aussi une question de quantité et de vitesse de mise au point. Et puis après, il y a la question du recyclage, puisqu'on a vu tout à l'heure que plus on allait recycler, moins on aurait de soucis. Et le dernier sujet qui fait qu'on peut avoir des problèmes, c'est le fait qu'il y a une poussée forte, une accélération forte des besoins. Puisque à ce moment-là, vous avez une question de décalage des projets miniers qui sont pas évidents. OK ? Alors, le recyclage, en fait, qui est un peu là où je trichais un petit peu, c'est donc vous avez compris que cette question des ressources, c'est pareil, ça marche pareil pour le pétrole, pour le gaz, pour les énergies fossiles et pour les métaux. C'est les mêmes définitions, c'est les mêmes mécanismes, c'est les mêmes principes. Une petite différence, c'est que pour les énergies fossiles, vous essayez quand même de récupérer plus d'énergie que vous en avez investi. On ne fait pas tourner la cage à hamster pour rien. Pour les métaux, ce n'est pas le cas. Vous pouvez investir autant d'énergie que vous voulez, puisque vous avez besoin du métal, vous n'avez pas besoin de sa partie énergétique. Mais la différence énorme, c'est que le baril de pétrole, on va l'extraire, on va le brûler, et puis il va nous poser quelques sujets climatiques derrière, tandis que la tonne de cuivre que j'ai extraite, je ne vais pas la brûler. Elle est toujours disponible. Elle est disponible dans les stocks qui nous entourent, dans les bâtiments, dans les automobiles, dans les ordinateurs, etc. Donc ça, c'est l'exemple du roi de Lydie, un Crésus, qui avait fait fortune avec le fleuve Pactole, grâce aux petites pépites d'or que ça charriait. Aujourd'hui, on a extrait à peu près 187 000 tonnes d'or depuis le début de la métallurgie de l'or. Alors évidemment, on ne sait pas trop à l'Antiquité, mais l'Antiquité, c'était des toutes petites quantités, donc ça ne change pas le chiffre, hein, c'était plutôt des dizaines de tonnes. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a 90% de cet or qui est toujours disponible. Pas chez moi, mais 3/4 dans les banques centrales et 1/4 chez les particuliers. Et les 10% qu'on a perdus, c'est quelques satellites qu'on a envoyés, des galions qu'on coulait, quelques autres trucs comme ça, et puis des usages dans l'électronique aussi. Hein, et donc ça rejoint les décharges il y a longtemps de ça. Mais du coup, voilà, c'est cette idée de dire, vous avez peut-être autour du cou, autour du doigt, un peu d'or du pactole, voilà, qui date de l'Antiquité. Bon, il y a peu de chance, hein, parce qu'en fait, les volumes ont été exponentiels, donc il y a plus de chances que ça date de l'Afrique du Sud ou de la Chine de l'an dernier, mais quand même, voilà, il y a cette idée un peu d'économie circulaire, et les métaux, ça fonctionne super bien pour l'économie circulaire, pour faire vraiment du recyclage sans perte de caractéristiques. Hélas, hélas, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi on ne peut pas faire de l'économie parfaitement circulaire? D'abord parce qu'il y a une limite de rendement, tout simplement. On ne peut jamais recycler à 100%, il n'y a pas de processus physique, vous verrez ça, ou industriel qui permet d'avoir des rendements de 100%. Il y a toujours un peu de perte. Même quand vous prenez un lingot d'aluminium, que vous le fondez pour mouler une pièce aluminium, vous avez ce qu'on appelle une perte au feu de 1 à 2%. Ce n'est pas perdu, hein, évidemment. Lavoisier nous a expliqué que ça se transformait éventuellement, mais c'est tout. Mais ça va partir dans les effluents gazeux, ça va être filtré éventuellement, etc. Mais du coup, on n'est jamais à 100%. Donc ça, c'était l'exemple du rétameur. C'était juste pour dire, je ne sais pas si vous connaissez la vaisselle en fer blanc. Voilà, on avait de la vaisselle en fer blanc autrefois. Donc c'est de l'acier étamé, une fine couche d'étain. Et puis du coup, il y avait un rétameur qui passait dans les campagnes pour, quand c'était usé, voilà, ça s'était un peu usé, eh bien, il venait replonger avec son soufflet ici pour atteindre les 232 degrés de la température de fusion de l'étain. C'est pas très dur à faire avec un soufflet. Et il venait un petit peu réétamer la vaisselle. Alors ça, ça serait pas mal, hein, ça permet d'atteindre 99% peut-être de taux de recyclage, parce que même s'il y a un peu de perte, c'est pas très grave, 99%. En fait, aujourd'hui, on est très loin. Vous voyez tout ce qui est rouge ici, le taux de recyclage de ces métaux-là, à peu près une trentaine de métaux sur la soixantaine de métaux qu'on utilise, c'est moins de 1% à l'échelle mondiale. Moins de 1%. Vous savez, les scientifiques sont des gens prudents. Ils n'aiment pas dire zéro. Alors pour ne pas dire zéro, ils disent moins de 1. Comme ça, ils sont tranquilles. Et même s'il y a eu un petit recyclage quelque part, ils ne sont pas embêtés. Et puis, bon, après, il y a d'autres métaux où c'est un peu mieux que ça quand même. On monte à 60, 70, 80, 90%. Alors pourquoi est-ce qu'on est à moins de 1% et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à monter le taux de recyclage? En fait, c'est lié à la manière dont on utilise les métaux. La première grande limite, c'est le fait que la plupart des métaux, on ne les utilise pas sous leur forme pure. Il y a des exceptions, bien sûr. On peut faire des câbles de cuivre, on refond un câble de cuivre, on refera un câble de cuivre et il n'y a quasiment aucune perte, c'est parfait. Mais la plupart du temps, on utilise des alliages.
on va amender des aciers avec un certain nombre de métaux, peut-être une dizaine de métaux typiquement dans une portière de voiture. On va rajouter du titane, du tungstène, du vanadium, enfin plein de choses différentes. Ça dépend pour aller travailler les caractéristiques, la manière dont ça s'emboutit, la manière dont ça résiste, etc., etc. Et il y a des milliers d'alliages différents. Et évidemment, à la fin, on n'a pas des milliers de poubelles différentes. On a juste 2-3 poubelles, métaux spéciaux, acier inox, acier carbone. Et à la fin, on va passer tout ça à la broyeuse et au four électrique. Et donc, dans une voiture, en fait, qu'est-ce que vous aviez dans une voiture? Vous aviez quelques kilomètres de câbles de cuivre, vous aviez des petits moteurs dans les rétroviseurs, dans les sièges, etc. Ces petits moteurs, il y a des petits bobinages de cuivre, il y a des petits aimants aux terres rares, au néodyme, etc. On va passer tout ça au four électrique. Et le cuivre, le néodyme, tous ces métaux rares ne vont pas disparaître, mais ils vont se retrouver noyés pour toujours dans de l'acier de bas de gamme en général, parce que c'est un acier recyclé, c'est plutôt du bas de gamme, qui va faire des ronds à béton dans le bâtiment, ceux qu'on va utiliser en ferraillage ensuite. Donc ils seront toujours disponibles, mais ils n'auront pas été recyclés fonctionnellement. Ils seront perdus pour toujours pour l'humanité du futur, parce qu'en fait, on ne saura jamais les réextraire de la barre de béton. On pourrait, hein, dans l'absolu, on peut, mais c'est juste que l'énergie et les produits chimiques et je ne sais pas quoi qu'il faudrait pour les réextraire seraient dingues par rapport à l'intérêt de les récupérer. Donc ça, c'est la première limite. Alors ça prend ces proportions un peu évidemment incroyables dans l'électronique, hein, avec ce genre de truc-là. Et donc dans un smartphone, vous avez 40 métaux différents. Pareil, on sépare la carte électronique, l'écran, la batterie, parce que c'est des métaux un peu différents. On broie. On passe ça dans une usine de classe mondiale si on n'est pas au Ghana ou au Pakistan. Et donc si on est resté en Occident, ce qui n'est déjà pas évident. Et ces usines de classe mondiale, elles vont récupérer 10-15 métaux et vont se concentrer plutôt sur les platinoïdes, l'or, l'argent, quelques trucs comme ça qui ont une valeur. Mais il n'y a pas assez de valeur dedans en fait pour justifier un recyclage meilleur. Donc on va perdre ces métaux. Et puis le deuxième phénomène, à part les alliages, c'est le fait qu'il y a des usages dispersifs, dissipatifs. Tous les métaux ne sont pas utilisés sous leur forme métallique, ils sont aussi utilisés sous forme chimique qui ne va pas forcément être évidente à récupérer. Et bien, par exemple, le titane, super métal de l'aéronautique, super cher à fabriquer, plutôt bien recyclé avec les aéronefs en fin de vie et tout ça. Sauf que 95% du titane, c'est le colorant blanc universel qu'on trouve dans le papier, qu'on trouve dans les fenêtres en PVC, qu'on trouve dans le dentifrice, dans les crèmes solaires, un peu partout, dans les tissus, dans les moquettes. Tout ce qui nous entoure, c'est bourré de plein de métaux différents, pas que des métaux d'ailleurs, mais des composantes qui vont faire des couleurs, qui vont faire un certain nombre de choses. Et donc, on ne pourra pas récupérer non plus ces ressources. Donc voilà, du coup, le recyclage, ça marche comme ça en fait. On a d'abord des usages dispersifs qu'on ne peut pas récupérer. Ensuite, faudrait qu'on puisse tout récupérer, mais on a quand même du mal à être comme ça. Hein. On n'a pas de, je pense que vous n'avez pas vos poubelles, des poubelles à lame de rasoir, des poubelles à grave cassé, des poubelles à trombone tordu. Et donc, voilà, il y a quand même une partie qui va partir plutôt dans l'incinération ou dans la décharge. Et puis après, quand on recycle, il y a une perte fonctionnelle. Et donc, pour les grands métaux, ça marche comme ça. Donc, si je prends le nickel, par exemple, c'est plutôt, il n'y a pas trop d'usage dispersif. Il y a un peu de perte, on ne sait pas trop. Il y a peut-être un 25% qui est perdu ici. Puis il y a 75% qui part en recyclage, mais dans les 75%, il n'y a que 55% qui seront fonctionnellement réutilisés comme du nickel, et le reste, ça deviendra un élément trace dans un acier carbone. Voilà. Du coup, voilà, on est dans un système un peu anthropique. Anthropique, on pourrait dire avec un A, évidemment, hein, c'est le système de l'humanité, mais anthropique aussi avec un E. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on va aller extraire des ressources qui ont été concentrées par la planète, donc elles sont bien rangées, on pourrait dire d'une certaine manière de basse entropie, et on va les intégrer, on va les mélanger, on va les concentrer avec beaucoup d'énergie, puis après on va les redisperser et les remélanger dans des produits où on ne pourra pas ensuite récupérer les choses. Alors du coup, une fois qu'on a dit ça, donc ça se pose une première question sur finalement la matérialité de la croissance verte, la matérialité de cette promesse de dire finalement, oui, on va faire plein d'éoliennes, plein de panneaux solaires, plein d'hydroliennes, plein de je sais pas quoi, plein de voitures électriques, et de se dire que il va y avoir cette croissance qui sera entre guillemets propre, mais il n'y a pas que. Et là, ça pose cette question des matières non récupérables. Alors si on peut ajouter à ça deux autres effets sur un peu les promesses de la croissance verte et de la transition énergétique, on va dire majoritairement à base d'énergie renouvelable et de dispositifs techniques, donc qui vont des voitures électriques à d'autres choses. Donc il y en a ici deux, c'est ce que j'appelle l'effet systémique et l'effet parc installé. L'effet systémique, c'est de dire,
Ok, on peut inventer la Smart City de demain en disant qu'on aura des voitures connectées avec des bâtiments énergie positive qui vont les recharger au sous-sol, et puis je sais pas quoi, comme elles seront toutes autonomes, en plus il n'y aura plus d'embouteillage, on va consommer moins d'énergie, on va tous covoiturer, ça sera génial. Ok, mais pour faire ça, il faut aussi installer en face un système, des dispositifs techniques plus complexes, plus électroniques, des capteurs, des data centers pour stocker les données, etc. Et que tout ça, ça a aussi un impact environnemental de l'autre côté. Il faudrait mesurer les coûts et les bénéfices de chaque. Et puis l'effet parc, c'est plutôt de dire attention, dans un certain nombre de domaines, on peut dire ok, les voitures, ça dure 10 ans en moyenne, donc si j'ai une nouvelle génération de voitures géniales, bah, il me faut finalement 10 ans pour chasser les autres, si je simplifie outrageusement. Il y a d'autres domaines comme la ville, par exemple la construction, où on est sur des systèmes d'inertie bien plus importants, et où la question c'est plutôt comment est-ce que je transforme l'existant. 80-90% de la ville de 2050 en France, elle est déjà là, c'est la ville qu'on a déjà. Et donc, on aura beau avoir des dispositifs techniques géniaux et des opérations pilotes formidables avec le super bâtiment high-tech tout nouveau qui ne consomme pas beaucoup, bah, et après, c'est qu'il y a 90% des bâtiments qu'il faut aller rénover. Et aujourd'hui, si on suivait la stratégie nationale bas carbone, il faudrait multiplier par 20 la vitesse à laquelle on rénove aujourd'hui les bâtiments. Donc, pas gagné. Alors ouais, c'était une petite blague. C'est pas du tout anti-Hidalgo, hein, mais c'est l'idée que voilà, en 2015, il y avait Paris sera une Smart City en 2020. Bon, le Covid est passé dessus, c'est une bonne excuse, mais vous voyez, on est en 2024 et Paris n'est toujours pas une Smart City. Et l'autre effet qui devrait nous rendre prudents par rapport aux promesses du progrès technologique sur le fait d'être beaucoup plus efficace, c'est l'effet rebond. Donc ça, c'est un truc qui a été mis en lumière dans les années 1860. Donc au 19e siècle, le Royaume-Uni est la grande puissance mondiale, consomme du charbon, exporte d'ailleurs du charbon pour le reste du monde. Et les premières, tout à l'heure on disait les premières inquiétudes de pénurie, et c'était à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. En fait, je vous ai un peu menti, ça démarre dès le 19e siècle, et sur la question du charbon. Et en fait, évidemment, on progressait sur la thermodynamique, la compréhension des machines à feu, comme on disait à l'époque, et donc les machines à vapeur consommaient de moins en moins de charbon pour produire la même quantité de travail mécanique. Donc l'idée, c'est de dire, bah, du coup, on va consommer, au fur et à mesure qu'on va faire du progrès technologique, on va consommer moins de charbon. C'est super. Et en fait, Jevons a montré assez facilement, enfin, y compris avec des vraies données, que c'était exactement l'inverse qui se passait. Qu'on consommait de plus en plus de charbon. Pourquoi? Parce que chaque machine, unitairement, consommait moins, effectivement. Mais du coup, ça rendait le travail mécanique moins cher, donc plus compétitif. Donc on en installait beaucoup plus dans les manufactures, dans les fabriques. Et à la fin, eh ben, des machines qui consomment moins chacune, mais il y en a beaucoup plus, ça fait que la facture globale augmente. Et ça, c'est toute l'histoire technologique de l'humanité, depuis au moins 2 siècles. On n'arrête pas de faire des trucs de plus en plus efficaces, mais on continue à consommer toujours plus. Alors, ça peut être le convoiturage de longue distance. Vous pouvez aller boire une bière pour 15 € à Strasbourg, bah ouais, c'est cool. Donc du coup, mais ça ne fait pas baisser la quantité de voitures sur les routes. Dans la rénovation thermique du bâtiment, en général, on compte pas. On ne gagne pas ce que les thermiciens avaient calculé, parce que les gens commencent par, dans les passoires thermiques qui sont rénovées, on commence par avoir moins froid, donc la température de consigne n'est pas la même, on chauffe un peu plus. Donc on perd une partie, pas forcément tout, hein, mais on perd une partie des gains espérés. Quand vous ouvrez une ligne de TGV, bah, ça ne vide pas les aéroports, hein, ça fait juste plus de monde, ça fait des architectes bordelais qui répondent à des projets parisiens et réciproquement. Et puis dans le domaine du numérique, c'est là que c'est le plus incroyable. Les progrès sont dingues. Hein, la 5G, par octet, par unité d'information, consomme beaucoup moins, des centaines de fois moins, que la 4G ou la 3G, par unité d'information. Sauf qu'évidemment, la quantité de données qu'on va effectivement échanger, bah, ça augmente. Il suffit de regarder l'usage des vidéos, etc., etc. Alors, du coup, je résume. Du coup, on a un sujet de ressources, potentiellement, bon, plus ou moins lointain, et puis la question de l'efficacité technique du futur n'est pas du tout évidente. Alors du coup, voilà, c'est ça qui, moi, m'avait amené à écrire un bouquin, effectivement, à commettre un bouquin plutôt il y a 10 ans, donc, qui s'appelait l'HD Low-Tech, Low-Tech un peu en opposition au High-Tech, en disant, bah, finalement, les High-Tech, attention, parce que c'est cool, c'est efficace, c'est pratique, c'est performant, c'est bien, mais ça, finalement, ça nous éloigne de l'économie circulaire, au lieu de nous en rapprocher, puisqu'on consomme plein de petites poules de perlimpinpin dans des objets qu'on ne saura pas correctement recycler. Alors, bon, je vous passe le fait que ce n'est pas le retour à la bougie, l'âge de pierre, tout ça, le retour à des temps troglodytiques en disant, oh là là, c'est quoi les low-tech? En fait, en réalité, c'est
L'idée, c'est une démarche, en fait, qui pourrait s'appliquer d'ailleurs à tous les domaines, même à des secteurs high-tech. Hein. On voit des gens aujourd'hui qui essayent de faire des low-tech en médecine, qui essayent de faire des low-tech dans les télécoms, qui essayent de faire des ordinateurs low-tech, des internets low-tech. Donc, il y a un peu tout qui existe. L'idée, c'est voilà, d'essayer de mettre l'innovation au service, effectivement, de la réduction de l'empreinte environnementale, ce qui n'est pas du tout évident. Alors, je propose ici 3 leviers, mais on pourrait les prendre sous plein de manières. La première, c'est de remettre en cause les besoins. C'est tellement plus simple de faire de la sobriété à la source, de réduire les besoins à la source, que d'essayer de les remplir quelque part, de les satisfaire avec des systèmes plus efficaces. Alors là, on peut trouver plein de choses. Hein. Donc, ça peut être par exemple de faire du juste dimensionnement. Dans le bâtiment, par exemple, on peut se demander exactement de quoi on a besoin, la taille des mètres carrés, etc. Intensifier les usages, ça veut dire quoi? Ça veut dire mieux partager les objets, etc., etc. Bon, je garde le truc pour les questions. En fait, ce mot sobriété qui s'est évidemment installé dans la puissance, enfin dans le discours public depuis la guerre en Ukraine, hein, bien entendu, ça a échappé à personne. En fait, il est chargé sémantiquement. C'est un peu comme développement durable ou des mots comme ça, ou résilience. C'est un peu des mots qu'on peut prendre un peu comme on veut. Chacun a sa définition. Donc, il peut y avoir la sobriété un peu austérité, la sobriété personnelle, individuelle. Hein. Je choisis de prendre le vélo plutôt que la voiture, je choisis de ne pas chauffer chez moi, je choisis de prendre une douche froide, je ne sais pas quoi. Mais en fait, il y a aussi, ce que ça masque, c'est une sobriété bien plus systémique, bien plus organisée, bien plus installée. Quelques exemples. Aujourd'hui, on a 4 opérateurs télécoms, 4 réseaux 2G, 3G, 4G, 5G. Chacun a son réseau, qui ne partage pas. Ça permet d'avoir la concurrence, vous choisissez l'opérateur que vous voulez. Ok, super. Et moi, chez moi, je n'ai pas 4 tuyaux d'eau et 4 câbles électriques et 4 tuyaux de gaz qui rentrent pour savoir si je vais choisir mon opérateur. Il n'y a pas 4 autoroutes alignées les unes à côté des autres ou 4 trucs de train pour décider de choisir votre opérateur. Il y en a un seul. Ça s'appelle un réseau. Donc du coup, on pourrait faire la même chose avec les télécoms. On pourrait imaginer un unique réseau d'accès sur lequel tous les opérateurs monteraient. Et puis, du coup, ça divise par 2 la consommation électrique. Voilà, c'est un exemple. Dans les transports, évidemment, on pourrait dire tout le système de transport. Est-ce qu'on va vers des voitures de plus en plus lourdes, de plus en plus puissantes, qu'effectivement, il y a de l'effet rebond là aussi. Hein. On a des motorisations qui sont plus efficaces, mais elles sont aussi plus lourdes. Ou est-ce qu'on essaye d'aller vers des voitures moins lourdes, voire toute une gamme de véhicules intermédiaires? Il est en train de se passer plein de choses dans ce domaine-là. Hein, parce qu'à la fin, si vous voulez passer à l'électrique avec un SUV de 2 tonnes et qui a 500 km d'autonomie, il vous faut 8 ou 10 fois plus de batterie qu'avec un petit véhicule intermédiaire comme ça. Dans le domaine de la construction, on peut faire de l'éco-conception, tout ça c'est super, mais si on continue à construire autant, ça va être compliqué. Aujourd'hui, il y a 1/3 des logements en France qui sont soit sous-occupés, soit vides. 1/3. Alors il y a des raisons à ça, hein. C'est les évolutions socio-démographiques, on est de moins en moins nombreux par foyer, il y a de plus en plus de gens qui vivent seuls, il y a la métropolisation qui fait qu'on vide d'un côté, on replie de l'autre. Les gens, ils ne viennent pas forcément par le plaisir. Ça peut être par plaisir qu'on vient dans une métropole, mais ça peut être aussi pour chercher de l'emploi, etc. Là, il y a des questions autour de l'aménagement du territoire. Comment on peut réinvestir les logements sous-occupés? Comment on peut avoir des familles qui ont laissé partir leurs enfants faire des études, qui eux-mêmes accueillent des étudiants dans les villes étudiantes, etc. Il y a plein de mécanismes qui peuvent être soulevés. Idem dans le zéro déchet. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Donc la sobriété au sens large. Deuxième levier, c'est un levier... Une fois qu'on a dit, bon, sympa ta sobriété, mais on va garder la machine à laver, par exemple, parce que c'est plutôt pas mal. On pourrait renoncer à la machine à laver. Il faut retourner au lavoir, taper sur le linge et je ne sais pas quoi. Ça peut être sympa, mais ça risque d'être un peu genré, comme d'hab, donc on ne va pas le faire. Vous pouvez aussi avoir une évolution sur la question des odeurs et tout, mais bon, pour l'instant, on est concentré, on est nombreux, donc on garde la machine à laver. L'idée, c'est comment on la rend plus... On sait que de manière inéluctable, les ressources qu'elle intègre vont être perdues pour les générations futures. C'est une responsabilité super forte en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la faire durer le plus possible. Donc au lieu d'être dans un monde du consommer-jeter quelque part, mais y compris pour les aspirateurs, quoi. Pourtant on n'est pas plus heureux. Je veux bien que vous soyez plus heureux quand vous changez de téléphone, j'arrive à comprendre, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'arrive à comprendre, mais on n'est pas plus heureux parce qu'on change d'aspirateur au bout de 5 ans. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Donc voilà, de faire durer et d'aller vers des choses plus réparables. Et voilà. Et du coup, privilégier aussi des aspects de monomatériaux, d'éviter des mélanges de matières, d'éviter l'électronique là où c'est possible, etc., etc. Quitte à remettre en cause, dans les logiques des conceptions, des questions de rendement, des questions d'esthétique, etc. Et puis, troisième sujet, j'appelle ça un peu le techno-discernement.
pour simplifier, donc le discernement technologique, de dire encore une fois, ces précieuses ressources, à quoi je les utilise, finalement, quels sont les bénéfices et les coûts environnementaux. Aujourd'hui, voilà, on se dit, bon, bah, d'accord, peut-être le robot chirurgien, c'est plutôt pas mal, ça va, enfin, et encore, ça dépend, paraît-il, mais voilà, on peut se dire que voilà, ça apporte des bénéfices dans un domaine qui est un peu indispensable. Bon, à l'inverse, le distributeur de croquettes pour chats connecté, avec dispositif de reconnaissance faciale pour ne pas nourrir tous les chats du quartier, le bikini qui vous prévient sur smartphone avec son capteur d'UV qu'il est temps de retourner la viande sur la plage. Enfin, on voit quand même des produits en vente qui sont quand même un peu flippants. Donc voilà, cette question-là. Et puis la question aussi du juste niveau de mécanisation, de robotisation. Parce que voilà, la mécanisation historiquement, c'est quelque chose qui permettait de réduire la pénibilité. Donc c'était plutôt bien, c'était plutôt sympa. Ça a permis d'augmenter la productivité aussi. Mais il y a un moment où cette mécanisation, robotisation, elle devient aussi coûteuse en énergie, en ressources. Voilà, et tout ça pour dire que c'est pas juste les ingénieurs, c'est aussi la puissance publique. Donc vous ferez peut-être partie de cette puissance publique à différentes échelles d'ailleurs, que ce soit des échelles, j'en sais rien, métropolitaines, régionales, nationales. L'idée c'est de dire qu'il y a, pour faire advenir tout ça, pourquoi ça se passe pas déjà aujourd'hui? Parce qu'on est tout le monde est d'accord pour faire plus écolo, consommer moins de ressources, émettre moins de gaz à effet de serre, mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça va pas si vite? Parce que on a aussi des conditions de température et de pression, quelque part, normatives, réglementaires. Qu'est-ce qui est autorisé, pas autorisé? Est-ce que demain on doit dire qu'une voiture ça fait moins d'une tonne pour s'appeler une voiture? Pour pouvoir le conduire avec le permis B? Ça pourrait être une question. On pourrait dire c'est liberticide. Oui, c'est vrai. Bien sûr, c'est liberticide, mais on choisit ensemble d'être liberticide. Moi, par exemple, j'adore conduire des chars d'assaut. Bon, voilà. Mais je n'ai pas le droit de les conduire avec mon permis B sur l'autoroute. Enfin, ça abîme le bitume et tout ça. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là de dire, est-ce qu'on accepte des choses comme ça? La question fiscale. Tout à l'heure, je vous disais, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas du réemploi? Pourquoi on a du mal à faire du réemploi dans le bâtiment? Moi, je travaille dans ce domaine de l'architecture, de l'ingénierie. C'est une peine de faire du réemploi. Tout le monde veut en faire. Parce que la déconstruction précautionneuse, au lieu de faire de la démolition, récupérer les matériaux, les stocker, les remettre en état, c'est très consommateur de main-d'œuvre. C'est très consommateur de travail humain. Et le travail humain, aujourd'hui, il est plus valorisé. On essaye tous de réduire la quantité de travail humain parce que c'est cher, le travail humain. Alors que les ressources et l'énergie valent rien, en fait. Ne valent que le travail humain pour les sortir. D'accord? Donc c'est un peu cette idée-là. Tout à l'heure, on disait pourquoi on ne recycle pas bien les smartphones? Il y a un problème technique, d'incompatibilité métallurgique, etc. Mais c'est juste parce que ça contient 2 € de matière première, un smartphone. Tous les métaux, les 40 métaux que je vous ai parlé tout à l'heure, il y a 1 €, c'est les 30 mg du processeur, de l'or dans les microprocesseurs, et le reste, toutes les terres rares, les machins, moins d'1 €. Avec 2 €, vous n'allez pas mettre quelqu'un très longtemps avec une pince à épiler, un petit tournevis pour bien tout classer et bien tout recycler. C'est pas possible. Donc ça passe au broyage direct. Donc c'est aussi la question de la question fiscale. Et puis le soutien à l'innovation, etc., etc. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Donc, c'est désagréable, mais il n'y a pas de sortie par le haut technologique. On ne va pas s'en sortir juste avec de la technologie. Ça ne veut pas dire que la technologie ne sera pas importante, mais c'est juste que les solutions, elles ne sont pas techniques, elles sont socio-techniques. Ça embarque à la fois les usages, les besoins, l'organisation de la société et effectivement la technique. Mais la technique ne peut que s'insérer dans une solution plus grande. Et il faut travailler du côté de la demande de la sobriété. Et puis je voulais conclure en 1 seconde, j'ai dépassé de 3 minutes, mais ça va aller, 3-5 minutes. Donc, je disais, comme vous arrivez en première année ou que vous allez sortir bientôt, quelques conseils du coup pour les ingénieurs de demain que vous êtes. Petit 1, soyez curieux. Soyez curieux. Le monde est d'une complexité infinie, dingue, parce que derrière chacune des phrases, etc., en fait, vous pouvez ouvrir un truc et faire une thèse. Donc, intéressez-vous au monde qui vous entoure, à la manière dont ça fonctionne, pour pas finalement prendre des faits basiques en disant voiture propre, bâtiment positif, machin, oui c'est bon. Non, derrière il y a tout un champ, tout un monde, donc soyez curieux. Deuxièmement, soyez tenaces. Soyez tenaces, parce que ça va pas être facile. Ça va pas être facile parce que les vents sont contraires, et puis on n'a pas parlé des échelles de la transition, des questions géopolitiques, etc., ou même politiques à une échelle nationale. Donc voilà, ça va pas être simple, mais il faut s'accrocher, on n'a pas le choix. L'être humain se réalise dans l'action, donc vous vous réaliserez dans l'action. Ça sera à différents niveaux, chacun sous votre manière, mais c'est ça l'idée. Troisièmement, soyez enthousiaste. Ça ne va pas très bien avec tenace, mais si, ça aide à être tenace. Pourquoi enthousiaste? Parce qu'en fait, le gâchis est phénoménal. Encore une fois, on jette 30% de la nourriture à la poubelle.
en Europe. Donc on peut baisser un peu les rendements pour faire du bio ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de souci. On transporte 100 kg de charge utile dans des trucs qui font 2 tonnes. C'est pas très efficace. Donc, enfin, on construit, mais on a plein de bâtiments vides ou mal utilisés, dont on peut intensifier les usages. Les écoles peuvent devenir des logements de tourisme l'été, peuvent devenir l'accueil de clubs et associations le soir, peuvent devenir des boîtes de nuit le week-end, le temps de ranger et de nettoyer un peu. D'accord ? Donc voilà, le gâchis, il est partout. Donc on a vraiment de quoi faire. Et puis, dernier sujet, soyez ouverts. Soyez ouverts sur les autres métiers, sur les autres manières d'être, de faire. Parce que, encore une fois, voilà, les solutions, elles sont systémiques, elles ne sont pas juste techniques. Donc il faut être ouvert sur les autres métiers. Voilà, à vous. Et je suis avec vous pour les questions. Merci. Voilà, un très grand merci pour votre leçon, pour l'analyse, pour les conclusions, pour les conseils. Et voilà, on a une petite demi-heure pour des questions. Donc, qui est le premier ou la première à... Normalement, si c'est bien fait, le directeur a désigné un volontaire ou une volontaire, non ? Non. Bonjour. Donc moi j'avais une question sur le point de vue économique parce que vous en avez quand même, enfin vous en avez parlé, mais vous l'avez dit, c'est quand même beaucoup plus coûteux, par exemple de rénover un bâtiment que d'en construire un avec des matériaux actuels. Donc comment vous pensez que ça peut se mettre en place actuellement, imaginons dans un monde où je crée une start-up qui fait ça. Est-ce que vous pensez que ma start-up va pouvoir prospérer alors, face à une concurrence qui ne fait pas ça ? Ouais. Alors c'est un sujet économique, mais ça peut même être plus loin que l'économique. Par exemple, aujourd'hui, des gens qui vont aller chez leur banquier pour acheter leur maison, s'ils achètent une maison neuve, il y a aussi moins de risques techniques de dépassement de budget que s'ils achètent une maison de village qu'il faut rénover. Donc le banquier va plus facilement prêter, même à ISO coût. Il y a aussi d'autres perceptions. Eh bien, donc je pense que d'une manière générale, il faudrait faire évoluer ce paramètre de coût de ressources, coût des externalités environnementales contre coût du travail humain. Pour donner juste un exemple, je pensais que ça suffirait, mais les contributions sociales sur le travail en France, c'est à peu près 500 milliards d'euros par an. Donc c'est ce qu'on met tous pour avoir une retraite, assurance maladie, assurance chômage, etc. D'accord ? Et l'ensemble des taxes environnementales en France, 80%, 80% c'est les taxes sur les carburants, c'est 50 milliards. Et hors carburant, c'est quelques milliards. Et la taxe carbone qui a fait surgir les manifestations et les mouvements de 2018, c'est vraiment quelques milliards. Donc on est dans un rapport de 1 à 100. Donc est-ce que peut-être on pourrait inventer une fiscalité, basculer progressivement, j'en sais rien, en donnant des signaux aux entreprises et autres, pour dire finalement, il y a une partie du coût du travail humain, de la protection sociale, on l'a fait porter plutôt sur la consommation de ressources, tu vois. Voilà. Après, je suis pas, tu vois, j'ai pas les logiciels de macroéconomie de Bercy, donc la vie est trop courte, mais ça serait des choses de ce type-là. Ensuite, est-ce que tu peux avoir des aventures de niche ? Oui, sans doute. Tu vois, il y a des boîtes qui, je sais pas, par exemple, je prends un grand acteur de l'électroménager français, par exemple, qui va dire, moi c'est Made in France, j'ai des réseaux de réparateurs, je fais en sorte que mes produits soient durables. Mais en fait, ce qu'il essaie de faire en faisant ça, c'est de regagner des parts de marché par rapport à du Made in China ou du Made in Romania ou une Pologne. Et puis il essaye de te vendre la yaourtière après la machine à pain et la friteuse, tu vois. Donc c'est pas parfait. Mais si tout le secteur de l'électroménager disait on fait des trucs réparables, alors là les volumes seraient divisés par 10, n'importe quoi, ou 5. Et là, à ce moment-là, il y aura un sujet économique. Donc c'est vrai que cette question de l'économie, cette question de l'emploi, de l'impact sur l'emploi. Je ne sais pas si vous vous souvenez le débat qu'il y avait eu à l'été 2022, je crois, sur les jets privés, par exemple. Il y avait eu, au début, ils avaient dit c'est pour transporter des reins, des cœurs, tout ça. Et après, bon, on s'est aperçu que c'était pas beaucoup. Et après, l'autre argument, c'était de dire il y a 120 000 emplois en France qui sont concernés par ça. Les gens qui fabriquent, les gens qui font le plein, les gens qui font la maintenance, les gens qui travaillent dans les aéroports, etc. Donc, est-ce qu'on est prêt à mettre en danger quelque part la vie économique de 120 000 personnes ? Et donc, tout de suite, la réponse est ah non, ah non. Et en fait, en réalité,
C'est ce qu'on fait en permanence, en réalité. Pour des questions, dans des questions économiques, d'innovation, je pense à l'intelligence artificielle, plein de choses, on se gargarise. On dit c'est vraiment génial la destruction créatrice schumpeterienne. Il y a plein de gens qui vont perdre leur job, des juristes et des graphistes, c'est super. C'est pas grave, ils vont trouver un autre job, ils vont se former, etc. Donc on est hyper content de faire de l'innovation et de détruire des emplois et d'en créer en permanence. Mais quand c'est pour la question environnementale, en fait, on se bloque assez vite. En réalité, c'est des questions d'accompagnement, c'est des questions de formation, c'est des questions de transformation de modèle économique. Mais effectivement, si tu bouges rien et que tu crées ta start-up, tu vas réussir parce que peut-être tu seras intelligemment, tu vas aller sur des gens qui ont les moyens, qui veulent vraiment avoir, rénover leur résidence principale de manière écolo, t'en trouveras, tu vois. Mais de là en faire une licorne à $1 milliard, j'ai comme un doute, quoi. Mieux faire du high frequency trading, peut-être. Je sais pas. Moi, j'ai une question sur le réemploi dans le secteur du bâtiment. Actuellement, où est-ce qu'elle se situe la difficulté? Est-ce que c'est de cataloguer ce qu'on démonte pour pouvoir le réutiliser? Est-ce que c'est normatif pour justifier des bâtiments qui utilisent ce genre de choses? Alors, du coup, donc le réemploi dans le bâtiment, c'est un univers qui peut aller presque du réemploi de briques, de pierres, de structures métalliques, ou du réemploi d'équipements de seconde œuvre qui peuvent être des lavabos, du parquet, des faux plafonds. Voilà. Donc, t'as beaucoup de diversité. Mais la question vraiment purement technique ou de performance ou d'assurance, elle est en train d'être dépassée. Parce que les assurances jouent le jeu. Tu peux démontrer, tu réemploies un chemin de câble, tu vois, par rapport à aller envoyer ton truc au four électrique et acheter un nouveau chemin de câble. Il n'y a pas de problème de performance. Il y a plein de trucs un peu inertes où il n'y a pas de souci. Ce qui vient poser problème, c'est l'adéquation. C'est que les marchés se rencontrent. Tu as des choses qui sont déconstruites. Donc tu as un flux, mais ce flux, il est hétérogène. Il ne correspond pas forcément à tes besoins en face. Tu construis une opération de 50 logements, il te faut, 50 douches, 50 portes, enfin plus que 50 portes, bien plus, 50 portes d'entrée, puis des portes à l'intérieur. Et tu n'as pas forcément en face, à l'instant T, effectivement, des volumes cohérents, par exemple. Donc, est-ce que tu acceptes d'avoir des trucs très bigarrés, toi, dans un bâtiment ou pas? Donc, c'est un mélange de sujets logistiques, on pourrait dire, temporels, parce que tu peux faire du réemploi sur site ou hors site. Donc quand tu fais des réemplois hors site, tu prends tout, tu stockes quelque part, puis tu le ramènes sur un autre chantier. Alors tu peux réemployer sur un même chantier si tu es en train de faire une réhabilitation. Donc il y a plein de mondes possibles. Mais à la fin, globalement, c'est que c'est un peu plus compliqué, même parfois beaucoup plus compliqué, et un peu plus cher, ou alors pas moins cher. Mais ça peut arriver. En menuiserie, il y a des cas où tu peux, quand le prix du bois monte et tout ça. Donc ça va se développer parce qu'il y a beaucoup d'envie chez les maîtres d'ouvrage, chez les concepteurs, chez les ingénieurs. Mais c'est dur, quoi. Et aujourd'hui, on sait que c'est moins de 1% des volumes. Et quand on dit moins de 1%, c'est un peu comme le truc des métaux tout à l'heure, c'est vraiment moins de 1%. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'aimerais bien revenir sur la question du recyclage des métaux. Sachant que le taux de recyclage, c'est pas qu'une limite physique, mais c'est principalement une limite technique. Est-ce que vous pensez qu'il est intéressant d'investir des ressources et du temps dans l'amélioration de ce taux de recyclage? Alors, non seulement c'est intéressant, mais ça se passe. Ça se passe. Moi, quand j'ai commencé à raconter des trucs comme ça, je prenais un exemple, je ne le prends plus maintenant, je prenais l'exemple du calcin, du verre cassé. Donc le verre cassé, il y a des verres incolores et puis il y a des verres de couleur. Et donc en Allemagne, ils trient un peu les verres de la bière et d'autres trucs, mais nous en France, on mélange tout. Et donc je prenais cet exemple-là pour dire, vous voyez, en fait, c'est un peu comme quand on mélange des métaux, à la fin, tu ne peux pas refaire un verre blanc, transparent, parce que tu as des charges minérales de couleur. Donc tu peux refaire un verre bouteille, mais pas un verre blanc. Depuis, tu as des tris optoélectroniques qui scannent tous les morceaux de verre et qui te retrient les couleurs. Donc tu peux toujours améliorer les techniques de recyclage. Aujourd'hui, il y a des projets avec des gens très sérieux, le BRGM, le CNRS et autres, sur la question du recyclage des cartes électroniques, où on va venir traiter les cartes électroniques avec des fluides supercritiques, donc haute température, haute pression, qui permettent en fait de libérer une partie des métaux, y compris des métaux qui s'oxydent très très vite,
comme le Tantal, et du coup de réussir à faire du recyclage. Là, on n'arrivait pas à le faire avant, il y avait vraiment des limites techniques. Donc c'est pas encore, c'est que des pilotes, c'est que des recherches, mais ça peut venir, ça va venir. Il n'y a pas de souci avec ça. Enfin, donc des domaines d'innovation, j'aurais peut-être dû commencer par ça ou finir par ça. D'innovation, il y en a encore, il y en aura encore. La question, c'est comment on la flèche sur les bons trucs, sur effectivement des questions de type de matériaux, de recyclage, voilà. Donc oui, il y en a et ça va continuer. Le lithium, par exemple, des batteries, aujourd'hui, n'est pas recyclé. Que ce soit les batteries des objets électroniques ou les batteries de voiture, on récupère le cobalt, on récupère le nickel, mais on ne récupérait pas le lithium. Bon, maintenant, arrivent des obligations réglementaires qui fait qu'il faut récupérer le lithium aussi. Bon, ben voilà, là aussi, il y a des recherches pour améliorer, etc. Bonjour, merci pour la présentation. Vous disiez vous-même que les vents sont contraires et qu'il faut être tenace. Est-ce que vous avez un conseil pour gérer la dissonance cognitive qui peut naître de cette conscience de la finitude des ressources et des intérêts souvent qui ne vont pas dans ce sens des entreprises ou des institutions dans lesquelles les jeunes ingénieurs vont être amenés à travailler? Alors, je ne suis pas gourou, hein, je suis juste ingénieur, donc je ne donne pas de conseils en développement personnel et en accomplissement de soi. Chacun doit trouver sa voie. Certains d'entre vous travailleront dans les startups ou je ne sais pas quoi, d'autres travailleront pour la puissance publique, d'autres travailleront dans des grands groupes en disant je vais faire mes armes et apprendre à bosser et puis après je ferai autre chose ou alors je vais les transformer de l'intérieur. Enfin, tous les chemins sont possibles et heureusement qu'il y a tout ce chemin. Bon, bah moi, ça a un peu changé ma vie. Hein. Enfin, je ne regarde pas un tube de crème solaire, une lame de rasoir ou une boîte de conserve de la même manière. Maintenant que je sais ce qu'il y a dedans et comment ça va finir. Donc, à vous de voir de quoi vous passez. Mais bon, il y a aussi des questions de volume. C'est-à-dire, tu vois, entre ce que tu auras mis dans ta lame de rasoir, toi, tu te rases pas, c'est pour ça que je prends cet exemple-là. Mais entre le tungstène et je ne sais pas quoi que tu auras gâché de manière inéluctable pour les générations futures, qui n'auront peut-être plus de trépans de foreuses pétrolières et de tunneliers ou de mèches de perceuses à la maison à cause de toi. Bon, quand tu regardes, voilà, tu as quand même des grands secteurs bien consommateurs, tu vois, qui sont la voiture, parce que c'est une table de Mendeleïev sur roue, hein, qu'elle soit électrique ou pas électrique, hein, ça ne change pas grand-chose. Le bâtiment, clairement, un gros faiseur, un gros consommateur, mais avec des cycles un peu plus longs, espérons-le, à condition qu'il n'y ait pas obsolescence des lieux, ce qui arrive un petit peu aussi, mais voilà, normalement un peu plus long que la voiture, toute l'électronique grand public. Voilà. Et après le reste, bon, voilà, on peut survivre avec. Mais maintenant, ce que je peux juste dire, voilà, je l'ai dit tout à l'heure un peu vite, c'est l'être humain se réalise dans l'action. De toute façon, voilà. Donc il faut agir. Trouve ta voie à toi comme tu veux, mais voilà. Des fois, moi, voilà, chez AREP, j'ai des gens, ils reviennent, ils ont sauvé 2 lavabos pour remettre dans les toilettes de la gare du Nord au 3e étage, 3e sous-sol. Ils sont hyper contents. Il y a pas et je critique pas en disant ça, au contraire. Et ils ont fait un truc, voilà, c'est mieux que s'ils n'avaient pas fait, quoi. Voilà. Et ça, tu peux l'avoir à plein d'échelles différentes et trouver du plaisir avec les gens avec qui tu bosses dans tous les cas, quoi. Peut-être une question de ma part. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples d'innovation low-tech réussie? Alors, c'est toujours dur de labelliser un truc vraiment low-tech en fait, parce que quand ce mouvement low-tech a émergé, j'en suis pas particulièrement responsable, hein, il y a eu d'autres associations ou autres qui avancent dans ce mouvement low-tech. Voilà, il y a des gens qui se retrouvent à faire des low-tech sans le savoir. Voilà. D'un point de vue sectoriel, il y a sans doute des secteurs qui marchent mieux que d'autres, parce que monter dans un avion low-tech, bon, personne n'a trop envie. Se faire soigner dans un hôpital low-tech, a priori, même si la démarche, elle peut fonctionner. Hein. En médecine, vous pouvez être plus sur la question de la prévention, par exemple, que sur la question de la guérison. Allez, un exemple, tiens. Alors, c'est pas en route, ça marche pas. Mais il y a eu des recherches avec des gens très sérieux sur la détection précoce du cancer du sein par les chiens. Donc au lieu d'aller à l'hôpital, faire un prélèvement, une biopsie, machin, c'est quand même pas très très sympa, c'est un peu intrusif et tout. Mais en fait, vous dormez avec un coussin sous l'aisselle, vous l'envoyez dans un sac plastique et les chiens sentaient le truc et à 100%, ils détectaient s'il y avait un problème ou pas, très en amont. Bon, ben voilà, c'est un exemple un peu low-tech. Voilà, il faut les croquettes pour chiens et tout, c'est pas forcément génial, mais
On peut imaginer, voilà, ça peut être des choses comme ça. Dans le domaine du bâtiment, il se passe plein de choses. Dans le domaine des bâtiments passifs, de la question du confort thermique, comment obtenir le confort thermique sans forcément isoler tant que ça, parce qu'on va être sur des dispositifs, par exemple, plus locaux, des chauffages plus radiants que chauffer juste l'air. Il y a plein de choses sur les biomatériaux, sur les matériaux géosourcés, reconstruire en terre. Aujourd'hui, on découvre que voilà, la terre, c'est plus de main-d'œuvre, encore une fois, c'est plus de travail humain. Ça ne fait pas tout ce que va faire le béton armé, évidemment, mais ça peut répondre à pas mal de marchés différents. Si on ne monte pas à plus de 2-3 étages, ça va marcher. Eh bien, on peut faire des choses, y compris intéressantes d'un point de vue de l'isolation, d'un point de vue de la qualité de l'air intérieur. Voilà, donc, plein de choses comme ça. Voilà. Dans l'agriculture, on trouve pas mal de choses aussi. Voilà, on pourrait mettre sous la bannière low-tech aussi des choses comme voilà, la lutte biologique, la permaculture, la question de l'agroforesterie. Voilà, donc il y a plein de pistes, mais je ne suis pas sûr qu'il faut forcément partir avec la bannière low-tech en tête, quoi. Voilà. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour la conférence. J'avais juste une question. Au-delà de la low-tech et de votre exposé sur les matériaux, le principe de sobriété, pour vous, pour moi, il est assez politisé. Et comment justement rendre cette thématique neutre politiquement pour toucher à plus de monde? Parce qu'on sait bien que quand il y a un clivage politique, justement ces termes de sobriété, ils ne sont pas écoutés par tout le monde, malheureusement. Et donc, selon vous, comment on rend justement ces termes de low-tech et de décroissance, entre guillemets, apolitiques? Merci, ouais. Alors là, vous aviez faim, non, du coup? Non, mais là, pareil, hein, moi je suis ingénieur, je ne suis pas politologue, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas anthropologue sur la question de... Mais pour moi, il y a des choses qui pourraient être faites de manière quasi indolore pour le grand public. J'ai pris à dessein l'exemple des réseaux d'accès télécom, par exemple, parce que ça ne changerait rien. Tu ne verrais même pas la différence sur ton téléphone. Même ça serait mieux, puisqu'ils ne se payent pas 4 réseaux, ça serait même moins cher normalement pour le consommateur. Ou alors ils arriveraient à mieux gérer les zones blanches ou je ne sais pas quoi. Donc, tu as des exemples comme ça. Après, tu as des choses qui vont où il faut trouver des choses positives en face. C'est-à-dire que la transition, elle ne peut pas se mener juste en disant « Ah, c'est génial, on va serrer la ceinture pendant une vie, ou 2 vies, 3 vies, pour que les générations futures nous remercient en l'an 2200 parce qu'ils auront encore des ressources, ou ils auront un climat qui n'aura pas trop divergé. » Déjà qu'il n'y a pas de solidarité intragénérationnelle, alors intergénérationnelle, tu vois, mes descendants de l'an 2200, déjà que là, les descendants d'aujourd'hui, j'ai du mal avec, ils sont ados. Tu vois, donc je dis ça, vous couperez au montage, hein, parce que sinon, mais ils ne regardent pas mes vidéos de toute façon. Donc, faut trouver, du coup, il faut que le chemin de la transition, il amène du positif pour un maximum de monde. Ouais, ça paraît bizarre à faire, mais sauf que regarde, quand tu fais plus de vélo dans Paris, au début, si tu es le seul à faire du vélo dans Paris, tu galères, quoi. Tu vois, il y a 15 ans, faire du vélo boulevard de Rivoli, tu t'amusais pas. Aujourd'hui, tu as une masse critique qui fait qu'au contraire, c'est devenu faisable. Demain, tu peux imaginer que si tu as encore la place de la voiture qui réduit, ce sont des espaces publics rendus pour mettre des tables de ping-pong, avoir des enfants qui jouent dehors, ça a moins de bruit, tu as moins de pollution, tu as moins de stress. Tu vois, il faut trouver des choses en face. La question du plein emploi aussi. Aujourd'hui, la destruction schumpeterienne dont on parlait tout à l'heure, elle détruit de l'emploi, puis elle ne recrée pas forcément à la même vitesse. Donc tu as aussi, est-ce que demain, un monde de la réparation, un monde de la réutilisation, c'est aussi générateur d'emplois locaux, c'est générateur de liens sociaux, c'est générateur d'économie territoriale. Tu vois, donc c'est aussi des choses comme ça à aller chercher. Voilà. Et puis tu as aussi la question même de la résilience. Tu peux dire, tant que tu es indépendant, si tu es dépendant de ta Smart City qui est géniale, c'est des logiciels conçus en Californie, des data centers au Groenland parce qu'il fait plus froid, c'est mieux pour refroidir avec l'eau de mer. Et puis des produits fabriqués en Asie du Sud-Est avec des matières premières issues de 50 pays différents dont la moitié ne sont pas hyper stables géopolitiquement. Voilà, si tu mets ton robinet avec au bout de la chaîne, tu as envie d'avoir de l'eau potable d'une manière différente. Donc ça aussi, c'est aussi une histoire voilà, quelque part de risque, vraiment de balance, d'équilibre entre la question de la résilience et la question de l'efficacité. On a fait des trucs très efficaces, mais peut-être qu'ils ne sont pas résilients à un certain nombre d'évolutions du monde. Et peut-être qu'on peut renoncer un peu d'efficacité, des trucs un peu moins performants, un peu plus pénibles. Il ne faut pas juste appuyer sur un bouton et tout se fait tout seul. Mais
au moins, tu sais comment ça marche derrière. Tu as des questions d'autonomie, des questions tu vois, qui peuvent être à différentes échelles, soit l'échelle individuelle, mais aussi à des échelles plus sociétales.